Et bonjour, comment ça va les gars? On se retrouve pour la review du chapitre 402 de Hunter x Hunter. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de textes, que c'était assez compliqué à comprendre, franchement je me suis régalé, j'adore les chapitres comme ça. J'ai pris je crois 20 ou 25 minutes pour ma première lecture, plein de choses à dire, donc c'est parti, direction la review. Bon alors on a ici un chapitre de mise en place au niveau des intrigues, des sous-intrigues de la guerre de succession. Donc il y en a qui sont un petit peu rappelés, qui sont mis à jour, et il y en a d'autres qui sont développés. Donc on va voir tout ça déjà, on va essayer de regrouper ces sous-intrigues en trois blocs. J'ai l'habitude de faire ça, ça m'aide à y voir plus clair, et je trouve que pour analyser c'est plus simple. Donc déjà il faut savoir que dans cette guerre de succession, il y a trois blocs de sous-intrigues. Le premier sous-bloc regroupe les princes qui veulent gagner la guerre de succession. Donc on retrouve les princes supérieurs de 1 à 5, ainsi que le 9e prince Alkenburg. Ensuite, dans le second sous-bloc, on y retrouve les princes qui veulent se retirer de la guerre de succession, donc en gros les princes inférieurs, le 6e, le 7e, le 11e et le 13e. Je compte pas les autres parce qu'ils sont morts. Et enfin, dans le dernier sous-bloc, on a tout ce qui va concerner Kurapika, et donc indirectement Oito et le prince Wobble. Donc maintenant, on va détailler un petit peu les intrigues de chaque prince en les regroupant dans chaque sous-bloc. Dans un premier temps, on va voir le sous-bloc supérieur, ensuite le sous-bloc inférieur, et ensuite le sous-bloc Kurapika. Comme ça, de la même manière que le chapitre, on va pouvoir faire un récap sur où en est chaque prince dans cette guerre de succession. Dans ce sous-bloc supérieur, on va bien évidemment retrouver le prince Benjamin, le premier prince. Actuellement, le prince Benjamin se trouve en zone VIP, donc il n'est plus dans sa chambre 1001 suite à son procès avec le prince Camilla et désormais le prince Alkenburg. Actuellement, son principal objectif est de séparer le prince Alkenburg de ses hommes et donc bloquer la capacité de son ennemi. Il veut donc remporter son procès contre lui afin de l'empêcher de retourner auprès de ses gardes. Si on revient un peu en arrière, on se souvient qu'il est également en procès avec le deuxième prince Camilla suite au décès de son garde Musset, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Souvenez-vous, c'est le garde qui a tué Camilla, puis qui s'est fait tuer par la capacité de la bête de naine de Camilla, le chat noir. Là. Ensuite, toujours chez le premier prince, on a Balsamico Might. Donc lui, c'est un petit peu le chef de ses gardes, celui qui va établir toute la stratégie. Il est un peu dans la même situation que Benjamin, sauf qu'en plus dans ce chapitre, on apprend qu'il est déterminé et qu'il veut tuer Arkenbo. Ensuite, on a le prince Camilla, donc le deuxième prince, qui est du coup également en zone VIP, qui n'est pas dans sa chambre 1002, suite à l'enquête qui a lieu sur Musset, donc le garde du premier prince. Pour l'instant, elle est bloquée, elle est un peu sortie de cette guerre de succession, et tant que le corps de Musset ne sera pas retrouvé, ou alors que Benjamin retire sa plainte, et elle sera un peu bloquée dans cette guerre de succession. Sinon, à part ça, on a appris au début de la guerre qu'elle voulait tuer Benjamin et Alkenburg. On retrouve ensuite le troisième prince, le prince Shorai. Alors lui, il veut déjà maintenir la triple alliance entre Tsubepa, le cinquième prince, et Kurapika et Wobble, le quatorzième prince. Car oui, dans ce chapitre, il y a une triple alliance qui s'est mise en place, et si jamais il ne reste plus que ces trois princes dans la guerre de succession, il y a un accord qui a été signé comme quoi les deux autres, donc Tsubepa et Wobble, se retireront de la guerre de succession, qui permettra à Shorai d'être le nouveau roi de Kaki. Sinon, il enquête aussi sur les pouvoirs de sa bête de naine en distribuant le plus de pièces possible à son entourage. Il est également en lien avec la mafia, le clan Shaha, et a demandé au boss de cette mafia des informations sur le naine. Ensuite, on passe à Tserenich, donc celui-là, vous le connaissez, le quatrième prince. Alors lui, dès qu'il se met un objectif en tête, il fait tout pour le réussir le plus vite possible. Et donc là, il s'est mis en tête de vouloir apprendre le nen et maîtriser parfaitement sa capacité. Pour ça, il doit maîtriser parfaitement le Zetsu, et en gros là, il s'entraîne à ce que l'activation de son Zetsu prenne moins d'une seconde. Une fois qu'il aura réussi cet objectif, il sera donc capable d'utiliser ses pouvoirs en moins d'une seconde, et compte donc affronter Salkov, son garde, pour faire un test de ses capacités. Tsubepa, le cinquième prince, veut du coup lui aussi maintenir la triple alliance entre Shorai et Kurapika et Wobble. Alors pourquoi Tsubepa, un prince aussi ambitieux, acceptera-t-il de se retirer de la guerre de succession pour permettre à Shorai de devenir le roi? En réalité, c'est pas vraiment ses vrais objectifs. Ce qu'il veut, c'est détourner l'attention de Benjamin vers le troisième prince Shorai. Donc pour rappel, Ryan, donc celui qui a la capacité Predator et qui a éliminé la bête de naine de Tsare Sare, le huitième prince, a été affecté à la garde de Tsubepa. Pour éviter de subir le même sort que Sare Sare, il veut faire en sorte que Benjamin prenne un peu peur par rapport à Shorai, qui est donc allié avec deux autres princes, pour que Ryan ou d'autres gardes aillent plutôt tuer Shorai. Et donc une fois que Shorai sera tué, il n'aura plus besoin de se retirer de cette guerre de succession et pourra alors devenir le roi de Kakin. Parmi les gardes de Tsubepa, il y a Longi, qu'on a vu au dernier chapitre. Elle veut trouver le fils de Beyond qui est caché parmi les princes et le tuer.
Et enfin, le plus jeune, Arkenburg, le 9e prince, lui aussi il est en zone VIP parce qu'il est en procès avec Benjamin. Lui, son objectif c'est de remporter son procès pour retourner avec ses gardes et donc pouvoir à nouveau utiliser sa capacité de naine. Ok, maintenant on va passer au sous-bloc inférieur. Donc il y a le prince Tyson, le 6e. Pour l'instant il veut propager l'amour. Bon, on va pas s'étaler là-dessus. 7e prince, Luzurus. Alors lui il avait pas trop d'intrigue pour l'instant. Et là il va être développé grâce à Fugetsu. Pour l'instant il se méfie de Fugetsu et de Kacho. Et donc il se méfie de la lettre qu'il a reçue. Selon lui, et c'est vrai c'était le plan de Kaiser, ces lettres ont pour but de monter les princes les uns contre les autres. Il préfère alors attendre le bon moment pour agir. Pour l'instant il préfère donc rester en retrait. Ensuite, on retrouve la bête de naine de Kacho, parce que je rappelle que Kacho est morte, et que c'est donc sa bête de naine qui a pris son apparence et ses souvenirs. Elle veut aider sa sœur Fugetsu, ce qui est un petit peu normal. Alors en gros, avec Senritsu, elles sont arrivées à la conclusion que la malédiction de Fugetsu pourrait potentiellement provenir de la bête de naine de Luzurus. Elles ont fait un lien entre la piqûre que Fugetsu a dans le dos et la drogue que vend Luzurus. Elles veulent donc éliminer Luzurus ou alors sa bête de naine pour enlever la malédiction de Fugetsu. Pour réaliser cela, leur plan, c'est en gros de permettre à Fugetsu de s'introduire dans la chambre du 7e prince, afin qu'elle puisse utiliser sa capacité de naine. Si Fugetsu peut s'introduire dans la chambre du 7e prince, ça permettrait à Senritsu de jouer de la flûte pour endormir les gardes et le prince, dans le but de transporter Luzurus à travers le passage secret de Fugetsu, et l'emmener dans la pièce où il y a les canaux de sauvetage, que Luzurus se fasse tuer par les mains comme Kacho, les mains de naine là, qui ont tué Kacho. Sauf que problème, comment s'introduire dans la chambre du 7e prince? Et ben c'est là que Kaiser a une idée, et c'est là qu'il y a cette histoire de lettres. Donc ils font passer ça pour les lettres post-mortem de Kacho, la dernière volonté de Kacho, qui était soi-disant de distribuer les lettres à tous les princes en main propre, et que c'était Fugetsu qui devait leur remettre en main propre. Donc leur plan s'exécute dans ce chapitre, et Fugetsu a accès un peu partout à plusieurs chambres, notamment celle du 7e prince. Fugetsu vient de prendre un avantage énorme puisqu'elle peut désormais s'introduire dans la chambre de la majorité des princes, et donc peut potentiellement les assassiner ou les kidnapper, ce qui est bien évidemment un avantage majeur dans cette guerre de succession. Ok, au niveau de Fugetsu, donc le 11e prince, pour l'instant elle n'est pas au courant de tout ce plan, elle est un peu perdue, pour l'instant elle est possédée, et elle est le personnage central de toutes ces intrigues, mais elle n'en a pas conscience, et pour l'instant le but c'est un peu de faire en sorte de lui enlever sa malédiction avant qu'elle ne meure. Et enfin, on a le prince Mariamu, donc le 13e prince. Lui, il n'a pas encore d'intrigue parce qu'il est bloqué dans la chambre 1013 à cause de sa bête de naine. Donc pour l'instant, il est un peu à l'écart des autres princes, mais ça ne saurait tarder. Ok, enfin le dernier sous-bloc, celui de Kurapika. Donc lui, Kurapika, c'est un peu le perso qui a le plus d'intrigue dans cet arc. Premièrement, il veut rentrer en contact avec Tserednich afin de récupérer les yeux écarlates. Ensuite, il veut mettre fin à la guerre de succession afin de protéger Oito et Wobble. Donc il a voulu gagner du temps en instaurant un statu quo entre les princes. C'est pour ça qu'il a fait les cours de naine, etc. Dans ce même but, il a formé des alliances, donc notamment la triple alliance entre Shorai et Tsubepa et Wobble, ainsi que son alliance avec Alkenburg, le 9e prince. Et du coup, dans le dernier chapitre, il a eu un nouvel objectif, celui de trouver le fils de Beyond qui serait caché parmi les princes. Bon, donc en gros, on a Kurapika qui est un peu au milieu de tous les sous-blocs, de toutes les intrigues. C'est normal, c'est le perso principal de cet arc. Ensuite, il semblerait qu'au niveau du sous-bloc inférieur, les intrigues convergent toutes vers Fugetsu. Il y a juste Tyson et Mariamu qui n'ont pas encore d'intrigue, mais sinon, tous les autres sont liés d'une manière ou d'une autre à Fugetsu. Au niveau du sous-bloc supérieur, c'est un petit peu plus compliqué. On a Tserednich qui a été énormément développé par l'auteur et qui a donc une avance énorme comparée aux autres princes en termes de développement. Et c'est là où Togashi est fort, c'est qu'il a trouvé un moyen de sortir un peu Tserednich du récit en le faisant se focus sur son entraînement, ce qui laisse le temps à Togashi de développer les autres princes pour les remettre au même niveau que Tserednich. Et donc si on a plein de princes au même niveau de développement que Tserednich, autant vous dire que ça va être hyper intéressant. Ensuite, on a Shorai et Tsubepa qui sont finalement alliés et qui veulent éliminer les autres princes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'eux. Et enfin, on a Benjamin, Camilla et Alkenburg qui sont un peu tous en procès. Bon, Camilla n'est en procès que avec Benjamin, mais elle veut tuer Alkenburg. Benjamin est en procès avec Camilla et Alkenburg veut gagner son procès contre Benjamin, et si jamais il se fait attaquer par Camilla, il se défendra, et puis de toute façon, elle veut gagner la guerre de succession. Pour l'instant, ces trois princes vont un petit peu s'affronter, là où Shorai et Tsubepa vont peut-être essayer de les faire s'affronter, en faisant dégénérer la situation entre eux. Et à côté de ça, on a Tserednich qui s'entraîne tout seul dans son coin pour l'instant. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il en était pour chaque prince, on va s'intéresser plus précisément à ce qui s'est passé dans le chapitre et toutes les questions qui peuvent en découler. Alors perso, je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me démange, mais je me demande, mais qu'est-ce que fout Tyson? Togashi, qu'est-ce que tu veux faire de ce personnage? Je comprends pas. Plus sérieusement, est-ce que Senritsu et Kacho ont raison? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit de la capacité d'une bête de naine d'un autre prince? Non, et il y a deux raisons à ça.
La première, c'est que les princes ne peuvent pas voir la manifestation des bêtes de naine, et pourtant Benjamin peut voir cette malédiction. Et puis la deuxième raison, c'est que les bêtes de naine ne peuvent pas attaquer directement les autres princes. Mais alors si ça ne vient pas d'une bête de naine, est-ce que cette malédiction provient de l'un des enfants de Beyond? Eh bien je pense que oui. Dans ce chapitre, Benjamin et Bachot insistent sur le fait qu'il ne s'agit que d'esprits maléfiques de bas niveau, et on n'avait jamais entendu parler de ça. Et comme par hasard, juste avant, on nous parle d'enfants de Beyond qui auraient un complément faible. C'est pourquoi je pense qu'il s'agit de la malédiction d'un des enfants de Beyond qui possède un complément faible, ce qui explique pourquoi Fugetsu n'est pas morte de cette malédiction. Mais alors, qui peut être cet enfant? Si on réfléchit aux gardes qui sont morts récemment, on en trouve que deux, Shikaku et Bikuto, les deux gardes du prince Benjamin qui avaient été envoyés avec la mission d'assassiner Alkenburg. Alors je me suis demandé si entre leur mort et la première fois où l'on a vu Fugetsu et sa malédiction, il n'y avait pas un moment où on voyait justement Fugetsu sans sa malédiction. J'ai cherché et non, il n'y a pas de moment, ce qui veut dire qu'on ne peut pas vraiment éliminer cette hypothèse. Il est donc tout à fait possible que Shikaku ou Bikuto soit un des enfants de Beyond au complément faible, et que sa mort aurait entraîné une malédiction faible sur le prince Fugetsu. Pour rester dans le thème, est-ce que Salkov est le fils de Beyond? Dans le chapitre, on apprend qu'il a maîtrisé naturellement le Zetsu. C'est vrai qu'avec le timing du chapitre précédent, où on apprend que les enfants de Beyond maîtrisent le Nen depuis la naissance, il est naturel de penser que Salkov pourrait être le fils de Beyond. Sauf que ce n'est pas le seul personnage à avoir maîtrisé le Zetsu naturellement. Ça remonte à il y a longtemps, lors de l'arc de l'examen des Hunters. Et ouais, il s'agit de Gon. Gon aussi avait éveillé le Zetsu naturellement, et à l'époque ça avait été justifié par son environnement. Donc même si c'est très improbable, au vu du timing avec le précédent chapitre, il est possible que Salkov ne soit pas le fils de Beyond et qu'il ait juste développé un Zetsu naturellement. À la fin du chapitre, il y a quand même une bombe qui est lancée, comme quoi il y aurait un mystère sur la naissance d'Alkenburg. Bon, encore une fois, avec le timing du précédent chapitre, difficile de ne pas y penser. Est-ce que Alkenburg est le fils de Beyond? J'ai réfléchi à cette idée, et trois hypothèses me sont venues à l'esprit. Première hypothèse, Alkenburg est bien le fils de Beyond. En effet, Senritsu dit que la lettre contient la vérité sur la naissance d'Alkenburg et que cette information pourrait bouleverser la guerre de succession. Et encore une fois, je vais parler de Henrik 21 parce que c'est lui qui en a parlé et qui m'a mis la puce à l'oreille. Il a rappelé qu'au début de l'arc, on a appris que Alkenburg était mis de côté dès l'enfance, qu'il avait été dans un orphelinat, qu'il était différent de ses frères, et donc je suis allé me replonger dans les chapitres du début de l'arc, et j'ai trouvé une page qui peut paraître anodine, mais qui cache en réalité un foreshadowing de Togashi. C'est durant cette page qu'on nous révèle un petit peu le passé d'Alkenburg, et comme quoi il aurait eu la médaille d'argent au championnat du monde d'archerie. Au final, plus tard, il développe une capacité de naine qui est de matérialiser un arc et une flèche de naine que rien ne peut arrêter. Et à partir de là, et au vu des autres éléments présents sur cette page, on peut imaginer que Togashi s'est amusé à dissimuler des foreshadowing concernant le personnage d'Alkenburg sur cette unique page. Et donc, je cite, « Il a des aptitudes très élevées par comparaison aux autres princes. Il s'entend mal avec sa mère et ses deux sœurs, même le roi ne savait pas quoi en faire. » Ici, on a clairement une comparaison qui est faite entre Alkenburg et les autres princes. Mais pourquoi Togashi mettrait Alkenburg en comparaison avec l'ensemble des autres princes? Et puis il y a également ce passage. Il a été mis en pension pour éviter qu'il ne se fasse assassiner. Ce qui sous-entend que seul Alkenburg aurait eu besoin d'aller en pension pour éviter les tentatives d'assassinat. Et que donc seul lui en subissait. Encore une fois, pourquoi? Comparé à d'autres princes dont le caractère est bien plus insupportable, comme Tserednich par exemple, pourquoi viser Alkenburg, un jeune enfant? Tout cela m'amène à penser que Alkenburg est différent des autres princes, et ce depuis la naissance. Il a des aptitudes bien plus élevées que ses autres frères et sœurs, car c'est un hétéro, le descendant de deux survivants du Dark Continent, et d'ailleurs en gagnant la guerre de succession, il serait le troisième survivant à une expédition parmi cette famille. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'à travers cette page précise, Togashi nous a donné des indices sur les secrets d'Alkenburg. Deuxième hypothèse, Alkenburg aurait pu être échangé avec un enfant illégitime. Il est possible qu'Alkenburg ne soit pas réellement légitime au trône, et par exemple il aurait pu être échangé avec Morena, ce qui pourrait expliquer sa haine envers la famille royale. Mais je ne vois pas en quoi cette information pourrait bouleverser la guerre de succession. Troisième hypothèse, sa mère n'est pas la reine d'eau Azul, mais une autre reine. Alors là c'est Magic Hiroi qui en a parlé le premier il me semble, mais peut-être que Alkenburg est en fait le fils de la première reine Unma, ce qui en ferait donc le frère de Benjamin et de Tserednich. Ça expliquerait pourquoi il s'entend très peu avec la reine d'eau Azul et ses autres sœurs Camilla et Tsubepa. Et ça expliquerait aussi pourquoi il s'entend bien avec Tserednich. Mais si jamais la première hypothèse est juste, et elle est la plus probable, est-ce que Beyond est de mèche avec le ministère de la Justice? Car comment Kaiser serait-il au courant pour le fils de Beyond? A-t-il trouvé l'info dans un document officiel? C'est impossible. Si cette information était si facile à se procurer, l'enfant ne serait pas reconnu comme légitime et ne pourrait donc pas participer à la guerre de succession. L'information qu'un prince n'est pas vraiment légitime doit être absolument secrète et ne peut pas être divulguée dans des documents officiels. C'est pourquoi je me suis demandé si Kaiser n'était pas manipulé par Beyond ou un membre de son équipe. Et quand on pense à l'équipe de Beyond et à la manipulation, vous voyez où je veux en venir? Paris-Stone. Alors cette idée a commencé à germer dans mon esprit, et d'un coup j'ai regardé Kaiser, j'ai vu ses yeux, et je me suis rappelé d'une théorie qui disait que Paris-Stone égale Sheila. Vous voyez cette théorie?
Et ben en comparant les yeux de Pariston, Sheila et Kaiser, on peut remarquer qu'ils ont des yeux similaires. Les mêmes yeux noirs sans pupilles, sans expression, avec l'air blasé. Est-ce que ces yeux pourraient être la preuve que la personne est manipulée par Pariston? Je vous laisse me répondre en commentaire, mais j'aime bien cette idée. Bon, maintenant on va un peu lâcher Beyond, mais maintenant je me demande aussi qui va remporter le procès entre Benjamin et Alkenburg. Franchement, j'en ai aucune idée. Parce que si Benjamin remporte ce procès, Alkenburg ne retrouvera pas ses gardes, et il ne pourra plus agir. Et ça laisserait donc le champ libre à Balsamico Might pour assassiner Alkenburg. Cependant, si Alkenburg remporte son procès, il pourra retourner avec ses gardes et utiliser son pouvoir sur Benjamin. Autrement dit, le vainqueur du procès mettra fin aux ambitions de l'autre. Mais si Alkenburg est réellement le fils de Beyond, alors il est favori. Togashi va pas développer cette intrigue pour tuer le fils de Beyond juste derrière. Mais il resterait des intrigues non développées autour de Benjamin, comme sa rivalité avec Serednich, et ce serait franchement dommage d'abandonner ça. Et même au niveau de ses gardes, ils sont liés à beaucoup de princes. Ryan avec Predator, Baby Maina avec Kurapika. Donc je ne sais pas trop comment me positionner. À la fin du chapitre, on apprend qu'il y a eu une nouvelle explosion d'aura au niveau 2, là où se trouve Alkenburg. Cela sous-entend qu'il aurait déclenché sa capacité, et donc que le combat contre Balsamico Might aurait débuté. Je rappelle que Balsamico Might se préparait au combat le mardi et que lorsque l'explosion d'aura a eu lieu, nous étions le mercredi. Donc chronologiquement c'est possible. Mais comment Alkenburg a-t-il pu déclencher sa capacité sans être entouré de ses gardes? On apprend aussi que Alkenburg a été retrouvé inconscient. Donc s'est-il fait avoir par Balsamico Might, ou a-t-il activé sa capacité et transféré son propre esprit dans le corps de Balsamico Might? Si jamais Alkenburg prend possession de Balsamico Might et s'infiltre chez Benjamin, cela pourrait être une possibilité pour continuer de développer les intrigues des deux personnages tout en mettant fin au procès. J'ai aussi pensé au fait que si Benjamin perd le procès et meurt, cela pourrait permettre à Camilla de réintégrer la guerre de succession. Enfin bon bref, je ne sais pas trop quoi penser de ce procès, il y a beaucoup de choses contradictoires, donc j'attends que Togashi développe un peu tout ça. Et dernière question, je me demande toujours quelle était l'annonce du chapitre 400. Cette annonce qui disait qu'il fallait annoncer une triste nouvelle. Je pensais que c'était une triste nouvelle en rapport avec le niveau 1, en rapport avec la guerre de succession. Peut-être qu'un des gardes aurait été tué, et que c'est ce qui aurait déclenché la malédiction de Fugetsu. Mais cette annonce a été passée le mardi, et dans ce chapitre, nous sommes le mercredi. Donc soit Togashi ne nous l'a pas montré, ce qui est un peu bizarre, soit cette annonce ne concerne pas le niveau 1, et il se serait passé quelque chose au niveau inférieur, que l'on n'aurait pas vu durant la dernière dizaine de chapitres. Cette intrigue est laissée en suspens, et je ne sais pas si on aura bientôt la réponse. Ça y est, j'en ai enfin fini avec mes questions. Il y en avait beaucoup, j'avoue. Mais en même temps, quel chapitre? J'avais trop de choses à dire. Bon, et pour finir cette vidéo, je vais vous dire un peu ce que je pense qu'il peut se passer dans les prochains chapitres et ce que j'aimerais bien voir pour la suite. Bon alors déjà ce serait cool de mettre un petit peu Kurapika de côté pour développer les deux autres sous-blocs, donc je rappelle le sous-bloc supérieur et le sous-bloc inférieur, de développer les autres princes qui sont un peu en retard sur Kurapika et Tserednich. En parallèle, on pourrait aussi avancer sur l'intrigue du fils de Beyond parmi les princes, et retourner donc sur Kurapika vers la fin de la dizaine, et le réintégrer au récit lorsqu'on se rapprocherait de l'identité du fils de Beyond. Ce qui serait cool aussi, ce serait de conclure le procès entre Benjamin, Camilla et Alkenburg. Et c'est vrai que la défaite de Benjamin, puis sa mort, pourrait être un moyen de réintégrer Camilla au récit, dans la guerre de succession, car tant que Benjamin ne lève pas les accusations, elle est bloquée. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant, je vois pas Benjamin mourir maintenant. Mais je vois pas Alkenburg mourir non plus, ou devenir inutile. Mais il faut que ça avance, et que ces trois princes soient réintégrés directement dans la guerre de succession. Ensuite, pour ce qui est du sous-bloc inférieur, avec les princes qui ne sont pas directement concernés par la victoire, ou du moins pas encore, j'aimerais bien que Senritsu et Kacho trouvent l'origine de la malédiction de Fugetsu, et j'ai hâte de voir comment va se passer leur enquête sur l'Ozurus, qui est selon moi une fausse piste. J'aimerais aussi avoir plus d'infos sur la manipulation de Kaiser, et est-ce qu'il est lié à Beyond ou manipulé par quelqu'un qui est lié à Beyond. Si ma théorie sur les yeux de Pariston, Kaiser et Sheila est juste, alors là franchement ce serait incroyable. Bon ben voilà, la review est terminée, j'espère que ça vous a plu. Alors je suis désolé, j'ai vu au montage qu'il y a eu un problème sur le son au niveau de la première partie de la vidéo. Il y a eu un bug quand j'ai enregistré et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc j'ai pas pu le modifier, je suis désolé. Mis à part ça, j'ai vu que la vidéo précédente vous a bien plu, il y a eu plusieurs centaines de vues, je m'y attendais pas, j'ai fait aucune communication là-dessus. Donc bah ça m'a motivé à faire cette vidéo, et j'espère que ça va continuer sur la même voie. En tout cas moi franchement ça m'éclate d'analyser les chapitres, le manga, et franchement Hunter x Hunter, quelle œuvre. Ce chapitre je l'ai bien plus aimé que le précédent, même s'il était incroyable, mais moi vraiment j'adore quand il y a beaucoup de dialogue et quand ça rentre dans de la stratégie. Bref, je veux pas faire le youtubeur, mais si jamais vous avez bien aimé les deux vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, ça peut être bien d'échanger sur Hunter x Hunter. Et sinon, je suis toujours dispo sur le Discord de Hunter 404 et sur Manga Moins. Voilà, je vous mets les liens dans la description. Et puis, et bah sûrement à la semaine prochaine, puisqu'il y a un chapitre. Donc let's go.